En 30 ans d'analyse des transferts d'armes stratégiques, je n'ai jamais vu une seule livraison modifier l'équilibre mondial des pouvoirs de manière aussi spectaculaire que ce qui a été confirmé il y a 72 heures. La Russie a livré 15 missiles balistiques intercontinentaux RS-28 Sarmat à l'Iran, 15 des armes stratégiques les plus dévastatrices jamais déployées par une force armée sur Terre. Chacun est capable de transporter de multiples corps de rentrée indépendamment ciblables IRV. Chacun a une portée de plus de 18 000 km. Chacun est capable de contourner n'importe quel système de défense antimissile existant sur la planète. L'arme que l'OTAN a surnommée Satan II, précisément parce qu'aucun système de parade occidental ne peut l'arrêter, se trouve désormais entre les mains d'une nation qui s'est préparée pendant 5 décennies exactement pour cette opportunité stratégique. Ce qui a suivi la livraison n'était pas théorique. En l'espace de 48 heures, les planificateurs militaires iraniens ont mené l'attaque stratégique la plus lourde de conséquences de l'histoire moderne du Moyen-Orient. La chaîne d'approvisionnement de Tsahal, l'architecture logistique qui soutient chaque opération terrestre, chaque mission aérienne et chaque déploiement naval d'Israël a été entièrement démantelée. 250 000 soldats israéliens, déployés dans les zones d'opération du nord, du centre et du sud, se sont retrouvés coupés de tout ravitaillement, de tout renfort et de toute coordination de commandement significative. La capitulation qui a suivi n'était pas une décision politique négociée dans des capitales lointaines, c'était une réalité opérationnelle imposée par l'effondrement absolu des fondations matérielles sur lesquelles repose toute campagne militaire. Dans la situation roume du Pentagone, le silence que j'ai décrit dans mes analyses précédentes a désormais fait place à quelque chose de plus troublant. La prise de conscience que l'environnement stratégique que les États-Unis ont construit et maintenu pendant 3 décennies a pris fin, non pas progressivement, mais au cours d'un seul week-end de feu et d'acier. La livraison des Sarmat n'est pas simplement un transfert d'armes. C'est la confirmation opérationnelle que la Russie et l'Iran ont établi un partenariat stratégique d'une profondeur et d'une portée qui restructure fondamentalement les calculs de chaque gouvernement sur Terre. Ce que je vais vous exposer maintenant est le développement stratégique le plus important de notre génération, et ses implications vont bien au-delà du théâtre immédiat du Moyen-Orient. Dans cette analyse, je vais aborder les 4 questions auxquelles tout observateur sérieux a besoin de réponses. Comment le RS-28 Sarmat surmonte-t-il réellement l'architecture de défense antimissile multicouche que les États-Unis et leurs alliés ont construite pendant des décennies? Et que signifie sa présence entre les mains de l'Iran pour tous les calculs stratégiques dans le Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient? Quels éléments spécifiques de la chaîne d'approvisionnement de Tsahal ont été ciblés? Pourquoi la destruction s'est-elle avérée si totale? Et comment 250 000 soldats se sont-ils retrouvés dans une position où la capitulation est devenue la seule option opérationnellement viable? Pourquoi la réaction de Washington au transfert des Sarmat a-t-elle révélé les véritables limites de la projection de puissance américaine d'une manière qu'aucune crise antérieure n'avait pleinement exposée? Et alors que la poussière retombe sur ce qui est peut-être la période de 72 heures la plus décisive de l'histoire militaire moderne, vers quoi ce conflit se dirige-t-il réellement à partir de maintenant? Et à quoi ressemble véritablement le monde qui en émerge? Si vous trouvez de la valeur dans cette profondeur d'analyse stratégique, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. Cliquez sur j'aime, partagez ceci avec tous ceux qui essaient de comprendre les événements en cours et laissez votre évaluation dans les commentaires. Je les lis et ils affinent ma propre réflexion sur ces questions. Laissez-moi maintenant vous exposer le tableau complet. La destruction de la chaîne d'approvisionnement qui a conduit à la capitulation de 250 000 soldats israéliens n'est pas le résultat d'une seule frappe dramatique, elle est la conséquence cumulative d'une campagne minutieusement orchestrée qui a systématiquement démantelé chaque nœud de l'architecture logistique de Tsahal au cours d'environ 72 heures d'opérations continues. D'un point de vue professionnel, la séquence de ciblage reflète une planification stratégique du plus haut niveau, le genre de campagne que les académies militaires étudieront pendant des générations. La phase initiale a ciblé l'infrastructure portuaire d'Israël avec une exhaustivité absolue, Haïfa et Ashdod et les 3 principaux points d'accès maritimes par lesquels transitent plus de 90% des importations militaires israéliennes ont été frappées simultanément dans les premières heures. Le complexe de Hacha, en raison de son importance disproportionnée pour la logistique militaire, a absorbé la plus forte concentration d'attaques. Les évaluations des dommages ont confirmé que les 7 grues à conteneurs principales ont été rendues inopérantes. L'intégralité de l'infrastructure du terminal pétrolier a été détruite et la zone désignée comme entrepôt sous douane militaire
couvrant environ 180 000 m², a été transformé en ruine fumante. Le terminal d'approvisionnement militaire d'Ashdod a été frappé avec une précision similaire, éliminant l'option d'itinéraire alternatif dont les planificateurs israéliens pensaient qu'elle offrirait une redondance. Le rôle d'Eila en tant qu'alternative au sud via la mer Rouge a été neutralisé par une combinaison de dommages à l'infrastructure portuaire et d'opérations de blocus des Houthis contre les navires approchant le corridor de la mer Rouge. La deuxième phase a ciblé le réseau logistique terrestre qui distribue les fournitures depuis leur arrivée au port jusqu'à leur déploiement opérationnel. Le principal oléoduc militaire, qui va Taïfa au centre de distribution centraux, a été frappé à 7 endroits différents avec des schémas de cratères spécialement conçus pour empêcher des réparations rapides. Les réserves stratégiques de munitions à Tzrifin et le complexe logistique central de Tel HaShomer ont été massivement détruits, éliminant environ 60% des réserves de munitions prêtes au combat qui étaient à la disposition des troupes déployées. Les installations de réfrigération, qui conservaient les stocks de rations militaires pour les forces opérationnelles, ont été ciblées de manière séquentielle pour maximiser la détérioration de la nourriture, même si les dommages structurels étaient incomplets. La troisième phase a ciblé l'architecture de commandement et de contrôle qui coordonne la distribution logistique. Les installations du quartier-maître général de Tsahal ont été frappées. Les systèmes informatiques qui gèrent le suivi des stocks, l'attribution des transports et la planification du réapprovisionnement ont été compromis par une combinaison de frappes cinétiques et de cyberopérations menées en parallèle et de manière coordonnée. Lorsque la troisième phase s'est achevée, Tsahal n'avait pas seulement perdu des fournitures physiques, elle avait perdu la capacité institutionnelle de gérer les fournitures restantes et la réalité numérique à laquelle les troupes déployées ont été confrontées est devenue opérationnellement intenable en quelques heures. Les 250 000 soldats stationnés dans les zones d'opération actives avaient besoin d'environ 1400 tonnes de fournitures par jour pour maintenir leur puissance de combat, carburant, munitions, nourriture, eau, fournitures médicales et les innombrables petits articles qui permettent à une force armée moderne de fonctionner sur le terrain. La destruction de la chaîne d'approvisionnement a réduit la distribution quotidienne disponible à moins de 200 tonnes, soit à peine 14% des besoins opérationnels. Dans les 48 heures suivant le début de la campagne, les unités avancées ont signalé l'épuisement du carburant, la consommation des munitions et l'effondrement du réseau d'évacuation médicale qui assure la prise en charge des blessés. Et en 72 heures, plusieurs commandements au niveau de la division avaient atteint le seuil opérationnel au-delà duquel la poursuite de la résistance n'était plus viable. La capitulation, lorsqu'elle est survenue, n'a pas été un moment dramatique isolé. Ce fut une succession en cascade de décisions au niveau des unités prises par des commandants confrontés à des réalités opérationnelles impossibles. La principale division blindée du commandement Nord a capitulé la première lorsque ses réserves de carburant sont tombées en dessous du seuil requis pour les mouvements tactiques. Les brigades d'infanterie du commandement central ont suivi lorsque leur réapprovisionnement en munitions a fait défaut et que leurs réserves de nourriture se sont épuisées. À la fin du 3e jour, le processus de capitulation était devenu institutionnel. Il ne s'agissait pas d'une défaite au combat, mais de la prise de conscience qu'une armée ne peut pas se battre si elle ne peut ni manger, ni bouger, ni tirer. Le RS-28 Sarmat est le système d'armes le plus lourd de conséquences stratégiques actuellement en service opérationnel dans le monde, et son transfert sous le contrôle opérationnel de l'Iran représente un développement dont les implications dépassent largement le contexte immédiat du Moyen-Orient. Comprendre cette arme est essentiel pour saisir pourquoi l'environnement stratégique a fondamentalement changé. Le Sarmat est un missile balistique intercontinental lourd d'un poids au lancement d'environ 208 tonnes et d'une charge utile maximale qui lui permet de transporter jusqu'à 10 corps de rentrée, indépendamment ciblables mi-RV ou alternativement une combinaison d'ogives conventionnelles et de véhicules planeurs hypersoniques tels que l'Avant-Garde. Sa portée dépasse les 18 000 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre n'importe quel point sur Terre depuis les installations de lancement iraniennes. Ces trajectoires de vol comprennent le profil balistique conventionnel ainsi qu'une capacité de bombardement orbital fractionné FOBS qui lui permet d'approcher des cibles de n'importe quelle direction, y compris via le pôle sud, un vecteur contre lequel les radars de défense antimissiles américains existants n'offrent qu'une couverture minimale. Ce qui rend le Sarmat véritablement révolutionnaire en tant qu'arme stratégique, c'est la combinaison de caractéristiques qui surmonte toute architecture de défense antimissile existante. La phase de propulsion est plus courte que celle des systèmes comparables, ce qui réduit la fenêtre d'opportunité pour les tentatives d'interception pendant la phase de lancement. La phase intermédiaire de la trajectoire déploie de multiples leurres et aide à la pénétration, qui rendent difficile la distinction entre les véritables ogives et les contre-mesures.
La phase terminale déploie des corps de rentrée manœuvrables capables d'échapper aux intercepteurs endo-atmosphériques et l'option de transporter le véhicule planeur hypersonique avant-garde introduit une capacité de charge utile qu'aucun système de défense actuellement déployé ne peut contrer avec une probabilité de succès significative. Les 15 Sarmat transférés à l'Iran n'ont pas besoin d'être déployés dans leur configuration stratégique complète pour obtenir des effets décisifs. Équipés d'ogives conventionnelles, des dispositifs de frappe de précision à haut rendement conçus pour la destruction d'infrastructures durcies. Ils confèrent à l'Iran une capacité de frappe stratégique qui peut atteindre n'importe quelle cible en Israël dans les minutes suivant l'autorisation de lancement. Et l'effet psychologique et dissuasif de la possession de cette capacité est au moins aussi significatif que son déploiement opérationnel. Les planificateurs israéliens opèrent désormais dans un environnement où toute attaque contre l'Iran comporte le risque implicite de représailles par Sarmat contre les infrastructures stratégiques d'Israël. Et ce risque limite fondamentalement les options opérationnelles d'Israël sur l'ensemble du spectre de la planification militaire. Le transfert lui-même représente une décision stratégique de la Russie d'une importance historique. Le Sarmat n'est pas une arme que la Russie cède à la légère. La décision de livrer 15 systèmes opérationnels à l'Iran reflète le calcul selon lequel les avantages stratégiques de ce transfert, l'arrimage de l'Iran aux intérêts stratégiques russes, la démonstration de l'engagement de la Russie envers ses partenariats stratégiques, l'imposition de nouvelles limites aux options opérationnelles américaines et israéliennes l'emportent sur les risques associés à la fourniture de ce niveau de capacité à un partenaire régional. Ce calcul est en soi une donnée d'une importance capitale, car il montre que les planificateurs stratégiques russes évaluent l'environnement géopolitique actuel comme un contexte où la retenue traditionnelle dans le transfert d'armes avancées ne sert plus les intérêts russes. Ce qui m'inquiète le plus dans ce transfert, ayant étudié pendant des années les dynamiques de la prolifération des armes, c'est le précédent qu'il crée. Dès lors qu'un système d'armes de cette catégorie a été transféré en dehors des strictes relations bilatérales qui contenaient auparavant de tels systèmes, le seuil pour de futurs transferts à d'autres partenaires dans d'autres régions a été fondamentalement abaissé. L'environnement stratégique, qui fonctionnait sur l'hypothèse que les armes stratégiques resteraient confinées aux puissances nucléaires initiales, a été remplacé par un environnement où ces armes peuvent circuler à travers des partenariats, des alliances et des relations stratégiques, avec des conséquences qu'aucun cadre de contrôle des armements existants n'est préparé à gérer. Ayant passé un temps considérable à observer comment la prise de décision stratégique américaine fonctionne réellement lorsqu'elle est confrontée à de véritables crises, je peux vous dire que la réaction du Pentagone au transfert des Sarmat a révélé quelque chose de plus significatif que la simple situation opérationnelle. Elle a révélé les limites institutionnelles d'un establishment stratégique américain qui, depuis au moins 3 décennies, ne s'est pas sérieusement confronté à la possibilité d'être incapable de réagir à un développement stratégique majeur. Les options de réponse immédiate dont disposait Washington comportaient toutes des coûts qui dépassaient l'environnement politique et militaire actuel. Une action militaire directe contre l'Iran en représailles pour avoir accepté le transfert des Sarmat risquerait de déclencher précisément le type d'échange stratégique que le Sarmat a été conçu pour rendre impossible, gagner. La capacité iranienne à fermer le détroit d'Ormuz, combinée à la capacité démontrée de pénétrer les défenses aériennes israéliennes à grande échelle, désormais associées à des armes stratégiques pouvant atteindre n'importe quelle cible dans la région, ces facteurs ont collectivement créé un calcul d'escalade dans lequel toute option américaine agressive entraînait des conséquences qu'aucun décideur responsable ne pouvait autoriser. Les options diplomatiques se sont révélées tout aussi limitées. Le transfert était une décision souveraine de la Russie de fournir des armes à un partenaire avec lequel elle entretient une relation stratégique reconnue. Et protestations, sanctions, menaces ou pressions économiques américaines n'ont suscité aucune réaction russe significative, car la valeur stratégique que la Russie tire du transfert, arrimer l'Iran à son orbite stratégique, démontrer la fiabilité du partenariat, imposer des limites à la liberté d'action américaine, dépasse tout coût économique marginal que l'Occident peut imposer à une économie russe qui s'est déjà adaptée aux sanctions existantes au cours des 3 dernières années. La dimension de la gestion des alliances a introduit des contraintes supplémentaires. Israël, l'allié américain le plus durement touché, s'est retrouvé dans une position où Washington pouvait fournir un soutien diplomatique, des armes défensives supplémentaires et une aide économique, mais ne pouvait de facto pas inverser la situation stratégique créée par le transfert des Sarmat. Les options de réassurance sur lesquelles s'appuyaient les précédentes administrations américaines pour gérer l'anxiété des alliés en temps de crise étaient soit indisponibles, soit insuffisantes pour répondre à l'ampleur de ce qui s'était produit. Les dirigeants israéliens, confrontés à la capitulation de 250 000 de leurs soldats et à la destruction totale de leur chaîne d'approvisionnement, n'avaient pas besoin d'apaisement, mais d'une voie à suivre,
Et la voie à suivre que pointe toute analyse sérieuse passe par des négociations avec Téhéran à des conditions que la culture politique israélienne n'a historiquement jamais acceptées. Le repositionnement des groupes aéronavals, que j'ai examiné dans de précédentes analyses, a pris un nouveau sens dans ce contexte. Les navires qui se sont retirés des positions avancées dans le golfe d'Oman ne réagissaient pas simplement à la menace des missiles anti-navires. Ils opéraient dans un environnement où l'introduction d'armes stratégiques a fondamentalement modifié le calcul des risques pour toute présence militaire américaine avancée dans la région élargie. Les bases avancées au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis opèrent désormais sous la menace implicite d'une capacité de frappe stratégique qui ne peut être contrée de manière fiable par aucune architecture de défense. Le calcul de la présence qui a ancré la stratégie américaine au Moyen-Orient pendant des décennies nécessite une révision fondamentale. Je sais comment pensent les hauts responsables du Pentagone dans de tels moments, car j'ai observé des moments similaires de plus près que je ne l'aurais souhaité. L'instinct institutionnel est de projeter la continuité et la stabilité, de faire des déclarations soulignant l'engagement américain, de programmer des consultations supplémentaires avec les alliés, d'annoncer des révisions de la posture stratégique qui certes produisent des documents, mais aucun changement. Cet instinct fonctionnait bien dans des environnements où l'équilibre stratégique sous-jacent restait favorable aux intérêts américains. Il est profondément inadapté à l'environnement actuel, dans lequel l'équilibre sous-jacent s'est déplacé d'une manière que la continuité institutionnelle ne peut masquer. Ce qui m'impressionne le plus dans l'exécution de cette campagne par l'Iran, et je veux être précis ici, car ce point est vraiment important, c'est que le transfert des Sarmat à lui seul n'aurait pas produit ces résultats s'il était tombé entre les mains d'un utilisateur dépourvu de la capacité institutionnelle sous-jacente pour déployer efficacement de telles armes. La Russie a transféré les systèmes, l'Iran a fourni la vision stratégique, la planification opérationnelle et la discipline institutionnelle qui ont traduit ces systèmes en effets décisifs sur le champ de bataille. Cette distinction est importante car elle reflète le modèle plus large qui caractérise ce conflit depuis ses toutes premières phases. L'institution militaire de l'Iran n'est pas une armée de conscrits se contentant de remplir ses obligations professionnelles. C'est l'expression opérationnelle d'une conviction nationale forgée par 5 décennies de pression externe, de sanctions et d'isolement stratégique. Les officiers du Sekgeri qui ont planifié la campagne de destruction de la chaîne d'approvisionnement l'ont fait avec le calme concentré de professionnels qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et pourquoi c'était important. Le personnel du renseignement qui a fourni les données de ciblage avait travaillé pendant des années pour construire l'image globale de l'architecture logistique israélienne qui a rendu cette précision de ciblage possible. Les techniciens qui ont intégré le Sarma dans la doctrine opérationnelle iranienne s'étaient préparés pendant des années à cette intégration avant même que le transfert réel n'ait lieu. Cette profondeur institutionnelle, construite dans des conditions d'isolement forcé et maintenue pendant des décennies face aux tentatives extérieures de l'affaiblir ou de la déstabiliser, distingue la réponse iranienne du type de réponse que des armes importées susciteraient dans un contexte institutionnel moins bien préparé. Le Sarma entre les mains des Iraniens est une arme déployée par un opérateur qui sait comment l'utiliser. La même arme, transférée dans un environnement institutionnel moins développé, n'aurait pas produit les effets stratégiques que nous avons observés. Le contraste avec la situation d'Israël ne pourrait être plus révélateur. Tsahal, malgré toute son indéniable sophistication technique, s'est retrouvé dans une position où sa chaîne d'approvisionnement, la condition préalable la plus fondamentale pour toute opération militaire, dépendait d'une infrastructure et de relations d'approvisionnement qui pouvaient être coupées par un adversaire déterminé, utilisant les bonnes armes contre les bonnes cibles. La puissance empruntée qui a soutenu les opérations militaires d'Israël pendant des décennies, armes américaines, munitions américaines, expertise logistique américaine, ne pouvait pas compenser la perte de l'infrastructure physique qui réceptionnait et distribuait ces importations. Lorsque les ports ont été détruits, les entrepôts rasés et le réseau de distribution anéanti, la puissance empruntée est devenue inaccessible, quelle que soit la quantité théoriquement encore disponible dans des installations lointaines. Les 250 000 soldats qui ont capitulé n'ont pas abandonné par manque de courage ou d'engagement. Ils ont capitulé parce que le système institutionnel qui soutenait leur capacité de combat avait été totalement démantelé. Ce démantèlement était l'œuvre d'une institution militaire iranienne qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et le transfert des Sarma a accéléré et amplifié ce qui était déjà en cours, mais il n'a pas créé la capacité sous-jacente qui a produit ce résultat. Mon évaluation de la direction que cela prend, et je parle ici très directement car les implications sont vastes, c'est que nous opérons désormais dans un monde où l'environnement stratégique unipolaire qui a caractérisé l'ère de l'après-guerre froide a non seulement pris fin, mais a été remplacé par une réalité multipolaire dans laquelle des armes stratégiques avancées peuvent circuler par le biais de partenariats
et d'alliances d'une manière que les anciens cadres de contrôle des armements n'étaient pas conçus pour gérer. La décision russe de transférer des missiles balistiques intercontinentaux Sarmat à l'Iran crée un précédent dont les répercussions remodèleront simultanément la planification stratégique dans plusieurs régions. La Chine observe ce transfert avec une grande attention et ses calculs concernant des transferts similaires à ses propres partenaires stratégiques, la Corée du Nord, le Pakistan et potentiellement d'autres, seront façonnés par les résultats opérationnels que nous avons observés au Moyen-Orient. La démonstration que le transfert d'armes stratégiques peut avoir un impact décisif sur le champ de bataille dans les jours suivants, la livraison modifie l'analyse, coûts-avantages qui limitaient auparavant de tels transferts à l'échelle mondiale. Pour les nations de l'ensemble du Sud global, qui naviguent depuis des décennies entre la pression américaine et la quête d'autonomie stratégique, les événements des 72 dernières heures représentent un point de référence historique, la preuve que des puissances régionales déterminées, soutenues par des partenaires stratégiques capables, peuvent démanteler les capacités militaires d'alliés fortement soutenus par l'Amérique, et que la réponse américaine à un tel démantèlement est limitée par les mêmes réalités stratégiques qui restreignaient déjà la confrontation initiale, modifie fondamentalement les calculs de tout gouvernement évaluant actuellement ses options stratégiques. Le récit selon lequel la puissance militaire américaine est le seul fondement fiable de la sécurité nationale s'est heurté à un contre-exemple opérationnel impossible à ignorer. Les implications de ces événements pour le marché de l'énergie introduisent des variables dont les effets se feront sentir dans le monde entier pendant des années. La combinaison de la capacité démontrée de l'Iran contre les infrastructures militaires stratégiques dans l'équation régionale génère une prime de risque sur les marchés mondiaux de l'énergie qui n'est pas encore absorbée dans la formation actuelle des prix. Lorsque cette absorption aura lieu, et elle aura lieu, l'impact économique réorganisera la situation politique dans chaque grande économie, avec des conséquences qui se répercuteront sur l'environnement stratégique d'une manière qui compliquera encore davantage les calculs stratégiques américains. À Moscou et à Pékin, la satisfaction stratégique est grande. Le partenariat russo-iranien a désormais démontré des effets opérationnels qui dépassent ce que l'une ou l'autre des deux capitales aurait pu accomplir unilatéralement. Le modèle coopératif, dans lequel un partenaire fournit des capacités stratégiques et l'autre le cadre opérationnel pour les déployer, établit un modèle qui trouvera des applications ailleurs. Les dirigeants chinois étudient attentivement ce modèle et sa mise en œuvre dans d'autres régions suivra des schémas désormais validés par les expériences au Moyen-Orient. En 30 ans d'analyse stratégique, j'ai vécu de nombreux moments qualifiés de tournants décisifs qui ne se sont avérés rétrospectivement être que de simples ajustements au sein d'un cadre persistant. C'est pas l'un de ces moments. La livraison de 15 missiles balistiques et intercontinentaux Sarmat de la Russie à l'Iran, suivie du démantèlement complet de la chaîne d'approvisionnement de Tsahal et de la capitulation de 250 000 soldats israéliens, représente un changement qualitatif de l'environnement stratégique mondial qui ne peut être inversé par aucune initiative diplomatique ni manœuvre politique. Les institutions, les alliances et les hypothèses qui ont organisé le monde après la guerre froide ont été construites pour un environnement stratégique différent de celui qui existe aujourd'hui. Elles s'adapteront. En fin de compte, les institutions s'adaptent toujours, mais cette adaptation sera coûteuse, controversée et à certains égards dangereuse. La transition entre le monde que nous avons connu et le monde qui émerge aujourd'hui définira le paysage stratégique pour au moins la prochaine génération. Et les décisions qui seront prises dans les semaines à venir par les dirigeants à Washington, Moscou, Pékin, Téhéran et Tel Aviv détermineront si cette transition produit un nouvel équilibre stable ou si elle précipite une confrontation plus large. Et la question sur laquelle je veux vous laisser est la suivante. Nous avons maintenant vu ce qu'une puissance régionale déterminée, soutenue par un partenariat stratégique capable et doté d'armes adéquates, peut accomplir contre la force armée la plus soutenue de sa région. Nous avons vu à quoi ressemble le Pentagone lorsque ses options sont véritablement limitées. Nous avons vu à quoi ressemble la capitulation de 250 000 soldats face aux réalités opérationnelles. Ce que nous n'avons pas encore vu, c'est comment l'architecture institutionnelle existante, construite pour un autre monde, s'adapte concrètement au monde qui vient de s'ouvrir. Cette adaptation est l'histoire des mois à venir, et ce sera l'histoire stratégique la plus lourde de conséquences de notre génération. Laissez votre évaluation dans les commentaires. Je les lis, et ils affinent l'analyse que j'applique à ces questions. Si ce décryptage vous a apporté une valeur ajoutée, partagez-le, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour l'analyse géopolitique la plus sérieuse sur ce conflit. La prochaine mise à jour est déjà en préparation, restez à l'écoute.